Grand B. Les travaux menés par Henri Fayol, 1841 à 1925, vers une analyse de la fonction administrative. Selon Henri Fayol, une entreprise s'analyse à partir de 5 fonctions principales qui sont la fonction technique de production et de transformation, la fonction commerciale, achat, vente, service après-vente, la fonction de sécurité s'appliquant aux biens et aux personnes, la fonction comptable, la fonction administrative, direction. Fayol décrit ou précisait 5 tâches que doivent remplir les dirigeants, y compris le commandement, le contrôle, la prévision, l'organisation, la coordination. Le commandement, c'est-à-dire assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, en s'appuyant notamment sur la personnalité du dirigeant. Le contrôle, c'est-à-dire vérifier la bonne exécution des tâches et sanctionner éventuellement les erreurs. La prévision, c'est-à-dire définir la stratégie de l'entreprise en mise en place un programme précis pour servir de base commune d'action. L'organisation, c'est-à-dire mettre en place les éléments permettant le fonctionnement de l'entreprise, définition des fonctions, des responsabilités et des procédures. La coordination, c'est-à-dire rapprocher ou harmoniser l'action des différents membres de l'entreprise. Pour optimiser l'action des dirigeants et donc la performance ou efficience de l'entreprise, Fayol définit un certain nombre de principes qui doivent être suivis, à savoir la division de travail. L'objectif est de produire plus avec le même effort. L'autorité, c'est-à-dire le droit de commander et de pouvoir de se faire répondre, obéir. La discipline, c'est-à-dire l'adoption et le respect des disciplines, est un élément clé pour l'évolution des entreprises. L'unité de commandement, c'est-à-dire que l'agent ne doit recevoir ou admettre des ordres que d'un seul chef. L'unité de direction, un seul chef et un seul programme pour un ensemble d'opérations visant ou concernant le même but. Subordination, de l'intérêt particulier à l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire que les intérêts de l'entreprise sont supérieurs aux intérêts particuliers de ses membres. Rémunération du personnel, doit être équitable et autant qu'y possible. Donner la satisfaction à la fois au personnel et à l'entreprise, à l'employé et à l'employeur. La centralisation, c'est-à-dire poursuivre une meilleure utilisation possible des compétences de tout le personnel. La hiérarchie, concerne la série des chefs qui va de l'autorité supérieure aux agents inférieurs. L'ordre, c'est-à-dire une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. L'équité, qui demande dans son application beaucoup de bon sens, d'expérience et de volonté. La stabilité de personnel, selon Fayol, il assure une meilleure efficacité au commandement, à partir de la meilleure connaissance de l'entreprise. L'initiative prend la forme d'une liberté de proposition et d'exécution. L'union du personnel, c'est-à-dire que l'efficacité et la performance de l'entreprise reposent sur l'union des personnels engagés, et la cohérence ou bien l'harmonie des relations interpersonnelles qui peuvent exister. Finalement, les limites de la théorie de la rationalisation provoquent la naissance d'autres modes de management qui va humaniser le travail. Grand 2, l'école des relations humaines. Grand A, les travaux menés par Elton Mayo, 1880 à 1949. Les travaux de Mayo affirment que le climat psychologique détermine le comportement des travailleurs plus que les conditions de travail.
Les conditions qui favorisant une meilleure productivité du travail, comme l'importance du climat psychologique, qui détermine le comportement et les besoins d'appartenance et d'estime des travailleurs. De ces travaux se développera l'école des relations humaines, qui insiste sur la notion de satisfaction globale des personnels. Les idées qu'on peut retenir de Maillot. Tout individu cherche à s'identifier à un groupe social, à partir de la reconnaissance de son action au sein de l'entreprise, qui est un facteur déterminant de son travail, et lui permet de réaliser ou atteindre les objectifs de l'entreprise. La hiérarchie doit favoriser l'émergence de ce sentiment d'appartenance et encourager la prise d'initiative par les subordonnés dans les tâches relatives à la gestion courante. La mise en place d'un environnement de travail favorable. Mise en place meilleures conditions de travail. C'est-à-dire favorise l'intégration, l'épanouissement des travailleurs dans l'entreprise. Grand B, les travaux menés par Max Weber, 1864 à 1920, Max et Taylor ont même approche. Définition de l'organisation bureaucratique. Max Weber s'est intéressé à la question de l'autorité dans l'entreprise, il analyse et identifie 3 fondements principaux à l'exercice de l'autorité. Le fondement traditionnel, l'autorité repose sur la croyance et la tradition. Le fondement charismatique, l'autorité est exercée par individu, auquel les autres se soumettent grâce à son charisme exceptionnel. Le fondement bureaucratique, ou rationnel légal, forme nouvelle, fondée sur la raison qui fait se soumettre l'homme dans le cadre de règles établies. Les 4 caractéristiques du modèle d'autorité bureaucratique de Max Weber, qui constituent le fondement du pouvoir managérial d'une organisation moderne. L'existence de règles abstraites non liées à une personne. Les titulaires de l'autorité sont légalement à partir des compétences qui sont reconnues. L'existence des procédures formalisées et communicables dans le domaine de l'activité et de la prise de décision. La séparation entre le propriétaire des moyens de production et le dirigeant de l'entreprise. Grand C, les travaux d'Abraham Maslow, 1908 à 1970. Pour faire converger les intérêts des salariés avec les intérêts de l'entreprise, celle-ci doit se penser sur les motivations qui poussent tout individu dans le cadre de son travail. Ces motivations sont alors analysées en fonction de la notion de besoin. Maslow définit alors ce que l'on appellera la pyramide des besoins, qui ordonne les besoins des individus, et se décompose en 5 étages, de la base au sommet. Besoins physiologiques, besoins primaires liés à la nécessité de survivre. Besoin de sécurité, besoin d'être protégé moralement et physiquement. Besoin d'appartenance à un groupe social. Besoin d'estime, besoin d'être reconnu. Besoin d'accomplissement, besoin de développer ses compétences et ses connaissances personnelles. La notion de pyramide stipule que l'individu ne cherchera à satisfaire ses besoins supérieurs que s'il peut satisfaire ses besoins inférieurs. Section 2, la fonction des ressources humaines. Grand 1. Les missions et la légitimité de la fonction des ressources humaines. Grand A. Les missions de la fonction des ressources humaines. À partir de figure 2, la fonction des ressources humaines dispose 4 missions. Mettre en œuvre la stratégie. Favoriser le changement. Administrer efficacement. Développer la motivation des salariés.
Grand B. La légitimité de la fonction des ressources humaines. La fonction des ressources humaines s'efforce de conquérir sa légitimité stratégique. Figure 3. La fonction des ressources humaines démontrer sa légitimité ou bien sa justesse et son efficacité, pour les activités à fort enjeu et pour les activités à faible enjeu, gagne en productivité. Voire les externaliser, afin de dégager du temps pour le consacrer aux activités à enjeu fort. Grand 2. Les facteurs qui influencent la fonction des ressources humaines. Les principaux facteurs qui influencent la bonne gestion des ressources humaines dans une organisation. Grand A. Les facteurs environnementaux, externes. Ces facteurs se composent des changements démographiques, relatifs à l'emploi et à la structure du travail, les tendances et les perspectives économiques, et la transformation des valeurs sociales. En plus, le gestionnaire des ressources humaines doit tenir compte de la situation économique, de l'évolution technologique et de l'ouverture des marchés internationaux. Grand B. Les facteurs organisationnels, internes, ce sont des entités, organisations, entreprises, ou des individus qui exercent un certain droit de regard sur le milieu de travail. Et qui détermine en partie le rôle de la fonction des ressources humaines dans l'entreprise, l'organisation elle-même, les actionnaires et les propriétaires, les employés, les clients, les partenaires et la société en général. Grand 3. Les objectifs de la fonction des ressources humaines. Grand A. Les objectifs fonctionnels. La gestion des ressources humaines vise à 4 objectifs fonctionnels. Attirer les candidats qualifiés. Garder les employés apportés ou fournissant un rendement satisfaisant. Accroître la motivation des employés. Favoriser l'épanouissement, c'est-à-dire amélioration des employés dans l'entreprise par la pleine, c'est-à-dire maximum utilisation de leurs compétences. B. Les objectifs organisationnels. La gestion des ressources humaines vise à 3 objectifs pour influer sur l'organisation. Accroître la productivité du travail. Améliorer la qualité de vie au travail. Assurer le respect des lois et du cadre juridique. L'atteinte des objectifs fonctionnels et organisationnels se traduira par des répercussions, conséquences, positives à long terme pour l'entreprise.